Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international, avec mes invités qui sont des hommes des médias, des chroniqueurs, des journalistes. Avec eux, donc, nous allons parler des sujets qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoption de la charte de la transition et puis de l'investiture du président qui se fera demain lundi. Nous allons également parler de la décision ou des résolutions de l'Union européenne portant sur le Burkina Faso et puis enfin la guerre en Syrie, en Russie-Ukraine, je m'excuse, Russie-Ukraine avec mes invités. Nous allons débattre de ces sujets-là. Aujourd'hui, je suis avec Vokuma Joachim. Vokuma Joachim est donc le directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokuma d'être sur ce plateau. Et puis, Lengani Isaka est donc directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis enfin, à gauche de Lengani, nous avons André Jean Ilboudo, directeur de la radio et des écoles. Merci André d'être sur ce plateau. Puis enfin, Maître Kilem Apoulien de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci à vous de nous prendre en marche. Nous allons donc commencer ce débat avec l'adoption de la charte de la transition et puis de l'investiture du président de cette transition. Vokuma Joachim, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Bon, pas grand-chose, parce qu'on n'a pas pu avoir le document. J'ai remis le ciel et la terre pour avoir une copie, ne serait-ce que pour pouvoir en parler durant cette émission, sans succès. Bon, j'ai vu que beaucoup de gens aussi l'ont cherché, mais n'ont pas obtenu. Donc, ils ont bien cadenassé leur affaire. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais, bon, hier, il y a eu une conférence de presse que le MPSR a animée. On a entrevu quand même un peu sur le contenu de ce qui pourrait être la charte de la transition. Bon, moi je l'ai déjà dit, ça c'était pas la formule qui me convient. Je trouve que tout ça c'était pas utile, mais à partir du moment où on a décidé de le faire, on va regarder ce qui va être dedans. Et j'espère aussi pour la forme, comme nous n'avons pas eu la copie, que les 100 et quelques participants qui vont venir du centre et de l'intérieur du pays ont quand même obtenu la copie, qu'ils ont eu le temps de lire avant de venir en débattre demain. Parce que si c'est demain qu'ils vont venir récupérer le document et en débattre, ça va être un peu juste en termes de contribution de qualité sur les propositions qui sont faites. Bon, lors des consultations avec la commission technique, il a été question des valeurs, de la charte de la transition. Moi, je pense que pour l'essentiel, ce qui avait été fait en 2014, pour l'essentiel, qui est contenu aussi dans l'acte fondamental et de la constitution burkinabé, seront préservés. L'essentiel, c'est quoi? C'est les valeurs, la transition, la durée de la transition. Hier, la conférence de presse sur la durée, ils n'ont pas été précis. On parlait d'une proposition de 2 ans, semble-t-il, mais eux ne sont pas calés forcément sur une période de 2 ans. On ne sait pas très bien combien de temps ça va durer. Ce sont les assises qui vont en décider et tous les organes de la transition. Bon, moi j'attends de voir, mais pour moi l'essentiel, tout ça, c'est l'habillage institutionnel. C'est pas important vraiment pour moi. D'accord. Mais quand on regarde, il y a à peu près 104 participants des partis politiques et puis d'autres qui viendront également des provinces pour prendre part donc à ces assises-là. Et le mot d'adoption, c'est pratiquement en une demi-journée, dans la matinée, à partir de 8 heures, on adopte et ensuite la charte est signée par le président de la transition. Oui, c'est pour ça que je doute un peu de la qualité de la contribution des uns et des autres pour améliorer le document. C'est-à-dire, si les gens, j'espère qu'ils ont reçu le document chez eux aujourd'hui ou dès aujourd'hui pour pouvoir lire et apporter des contributions demain. Parce que s'ils doivent recevoir le document demain matin, se cacher quelque part pour en prendre connaissance, revenir débattre, apporter une contribution, je doute que ce soit des contributions de façade, que ça n'apporte rien dans le fond. Lengani Isaka, on sait par exemple que pour ce qui a été donné d'entendre, 24 à 30 mois de transition pour la période, une proposition qu'il y ait 20 ministres pour le gouvernement de la transition et 51 députés, ou on va dire comme ça, pour animer le Conseil national de transition. Mais quand on regarde un peu, c'est un peu au pas de course que cela va se faire. Est-ce que ça voudrait dire que
peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à discuter. Je crains de devoir aller dans ton sens, pour en fait, ton interrogation, pour dire que ça risque d'être une foire pour faire figuration. Et je crois qu'au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, il faut que les gens comprennent une chose. Nous avons quitté une machine qu'on disait au diesel et qui finalement s'est révélé être au DDO, c'est-à-dire c'est plus lourd même encore que le diesel. Aujourd'hui, nous le trouvons comme dans un avion supersonique. Ça veut dire qu'on va plus vite qu'il ne le faut pour une nation qui vient de loin. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention et se hâter lentement. Il y a beaucoup de choses à faire et je trouve que c'est proprement inacceptable que la veille des assises, on ne trouve pas le document de base sur lequel les gens doivent travailler et le peuple burkinabé doit se prononcer. Ce n'est pas normal. Mais peut-être que ceux qui sont conviés ont déjà le document. Ça m'étonnerait. On est tous dans ce pays-là. Si des gens l'avaient reçu, on ne saurait. Si c'est frappé du sceau, frappé du sceau du secret de la confidentialité. Donc ce n'est plus pour le peuple. C'est pas un document confidentiel. Donc ce n'est plus pour le peuple. Ça devrait, moi je devrais l'avoir aujourd'hui. C'est pour les assises, comme nous. Parce que nous analysons ici, c'est pour qui? C'est pas pour nous, c'est pas pour nous faire plaisir. C'est pour aider éventuellement les uns et les autres à se faire leur opinion. Si nous, à notre niveau, nous ne l'avons pas, si X ou Y ne l'ont pas, moi je pense qu'il faut qu'on fasse attention pour ne pas tomber dans le travers de ce qu'on a vécu pendant les Mais Lengani, quand on suit aussi l'opinion, les gens disent que ça fait 3 semaines, presque 4 semaines, presque 1 mois, on ne voit rien venir, on n'avance pas. D'autres même ont dit le contraire, c'est-à-dire qu'on est quitté du diesel pour le DDO. Alors, est-ce que finalement, pour les militaires, il faut donc aller vite aussi? Oui, je suis d'accord. C'est ça que je dis. Je l'ai déjà dit, il ne faut pas céder à la provocation. Il faut être lucide. Il faut pas aller, il faut aller lentement mais sûrement. Ou du moins, il faut se précipiter lentement. C'est-à-dire, moi, il faut écouter les critiques des gens, mais ne pas céder à la provocation. Parce que dire aujourd'hui, se précipiter pour organiser des assises sans que les gens n'aient le document, c'est les mêmes qui disent d'être rapides là, qui vont dire, voilà, on a mis le document 1 heure avant le début des travaux, les gens n'ont pas lu, les gens font ceci. C'est les mêmes qui vont dire ça. Si matériellement on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et on avance. L'essentiel, c'est que le peuple soit effectivement au courant de ce qui doit se faire et que les gens puissent donner des avis motivés et intéressants. Cela n'enlève pas... Bon, moi, je comprends. Je comprends pourquoi on agit comme ça. Mais je dis qu'il y a un très grand risque à ne pas avoir la solution qu'on recherche effectivement en allant trop vite. Alors, Lengani, on connaît aujourd'hui ce que sont les réseaux sociaux. Un document important qui porte sur la transition, qui est un moment important pour la nation. Si ce document se retrouvait aujourd'hui, nous sommes dimanche, alors que les assises, ceux qui sont convoqués, escalités pour analyser et examiner le document, c'est demain. Et si aujourd'hui le document se retrouve sur la place publique, ça ne sert à rien de faire encore des assises. Mais Monsieur Loukoumane, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est ça. Et moi, je pense que ce n'est pas secret. La charte, là, c'est pour qui? C'est pour les Burkinabés, non? Normalement, la charte, là, avant qu'elle soit adoptée, normalement, c'est parce qu'on a oublié de faire de temps en temps. Sinon, au temps de la Révolution, nous, on aurait descendu ça au niveau de communauté de base, au niveau de CDA, et ça remonte. On discute et puis ça remonte. Pourquoi? Ce n'est pas un secret. Moi, je comprends que les gens sont pris par le temps. Mais je dis de faire extrêmement attention. Il ne faut pas céder à la provocation des gens. Parce qu'on dit qu'il faut faire très vite, parce qu'on a... Mais pourtant, tout le monde sait qu'il y a des choses bougent dans ce pays. J'étais à la conférence d'hier, effectivement, Voukma l'a dit. Bon, mais en tant que communicateur, j'ai trouvé que c'était difficile pour celui qui est venu exposer. D'accord. Parce que les gens ont des attentes. Les gens ont des attentes aujourd'hui, légitimes ou non légitimes, quelles que soient, qui sont posées. Mais il faut qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Alors, d'où la raison peut-être aussi d'aller vite. André Eugène... Moi, je vais faire une analyse de la forme et du fond. Quand le MPSR a mis en place les 15 personnalités pour écrire le projet, ces 15 personnes ont eu
la présence d'esprit d'inviter les gens à des contributions. Je comprends qu'on ne fasse pas comme les collèges de sages. Vous avez imaginé, vous vous rappelez, quand le collège des sages a fait son rapport, ils ont amené leur rapport qu'ils ont remis à qui de droit, et automatiquement, sur place, tous les journalistes qui étaient là avaient droit à une copie. Parce qu'il n'y a rien de caché. Je me dis, vous ne pouvez pas appeler les gens à faire des contributions et jouer à la cachotterie. Normalement, une fois que vous avez remis la copie à qui de droit, 1 heure après, 2 heures après, elle devait être publique puisque vous avez appelé des appels à contribution. Même une formule allégée pour... oui, vous avez demandé aux gens de contribuer. Mais vous ne pouvez pas dire, écoutez, comme Coluche aime dire, qui a une idée, quelqu'un lève la main et dit, mais garde-la. Non, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est le fond. Ça, c'est la forme. Et ensuite, pour le fond, moi, j'ai dit, je comprends, et ce sont des militaires. Ils sont arrivés sur un terrain nu, sec. Et eux, ils s'imaginent, ils se donnent de la peine à verser du produit gluant sur ce sol-là et à miner leur terrain. La transition dont ils veulent faire cas, mais c'est une insurrection qui a amené la transition. Et d'ailleurs, on avait dit à des gens de prendre le pouvoir, ils n'en voulaient pas. Il y a des gens qui se sont rués pour prendre, ils n'en voulaient pas. 2015, c'est le 2014. Oui, 2014. Oui. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils n'ont demandé, personne n'a préparé leur coup d'État pour eux. C'est eux qui ont fait leur coup d'État, ils ont pris le pouvoir. Que diable, a-t-il cherché à demander l'avis de tout le monde, patati et patata? Ils sont venus, ils nous ont dit, nous on a fait le coup d'État parce que. Mais résolvez ce problème et partez. Aujourd'hui, ils sont en train eux-mêmes de miner le terrain sur lequel ils veulent... Mais André Génie-Boudou, quand oui. on regarde, on va en parler d'ici là, oui. Quand on regarde par exemple l'Union européenne, la communauté internationale et tout, aujourd'hui, on ne peut plus faire des coups d'État et faire des transitions, périodes exceptionnelles. Non, écoutez. Aujourd'hui, quand on regarde les autres coups d'État, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, etc., il y a un minimum d'organes démocratiques qu'on met en place. Moi, j'aurais dit aux gens qui lui donnent les brancards, vous allez nous laisser tranquilles. Oui, c'est ça. Nous, on est venus, on sait pourquoi on est venus. Où étiez-vous avec toute la chienlit qui s'est posée et qui a provoqué le vienne? Maintenant qu'ils appellent liaison, articulation, pourquoi ils veulent faire une transition? Parce que ceux qui se sont insurgés, les insurgés, qui ont préparé l'avènement du pouvoir qui a conduit à la transition. Et on n'est pas dans le même cas. On n'est pas dans le même cas. Encore, je dis, tout le Bataclan qu'ils sont en train de faire, tout le ramdam qu'ils sont en train de faire, ils n'en ont pas besoin. Mais la question revient toujours, mais André Génie-Boudou se dit, s'il n'y avait pas, par exemple, l'acte fondamental, qui est un acte démocratique, s'il n'y avait pas la Constitution, est-ce que nous serions ici en train de faire une émission où on donne nos opinions? Non, parce que c'est la Constitution qui nous permet de le faire. Oui, mais tout ça, l'acte fondamental n'est pas un outil démocratique. L'acte fondamental a été... Vous savez qui a écrit l'acte fondamental? Quand on a écrit la Constitution, on a demandé aux gens de viser là-dessus. Il y a des gens qui sont allés voter en 1991, qui a donné le sceau de quelque chose qui vient du peuple. L'acte fondamental n'est pas écrit. Vous avez eu connaissance, à moins que vous fassiez partie de l'acte fondamental a remis en marche la Constitution qu'on a tous donc voté. Je vous dis, mais ça c'est pour les intellectuels qui font du rafistolage. J'ai dit, encore une fois, l'acte fondamental a été écrit par je ne sais pas combien de personnes. Il y a une personne qui l'a proclamé, qui l'a lu et qui a dit qu'il vaut. Mais est-ce que la voix d'une personne, même d'une quinzaine de personnes, même d'une trentaine de personnes, vaut acte de loi ou bien vaut acte de la Constitution? Merci André. Maître Kilem. J'imagine que Maître va... ça c'est son domaine et il va nous aider là. Donc, le MPSR organise donc les assises avec... des représentants des partis politiques, en tout cas des forces vives de façon générale. Ça se fera demain et puis après la signature de l'acte donc de charte et puis après l'investiture du président. Est-ce que c'est aller trop vite que de le faire ainsi? Est-ce que en une matinée c'est possible aussi? D'abord une précision. Ce n'est pas la Constitution qui nous permet de débattre ici. Vous pouvez bien suspendre la Constitution et puis préserver les libertés démocratiques. D'abord, dans l'acte fondamental même, il y a la garantie des libertés. Ensuite, il y a eu le régime d'exception ici, avec plus de liberté. Sous le président de la Misana, je me rappelle,
Le Burkina Faso était le pays le plus démocratique en Afrique. Et il n'y avait pas de constitution. Donc, même sous le président 16... Mais est-ce que là, ça ne dépend pas de la volonté de quelqu'un qui Non, peut d'une heure à une autre changer les Non, choses? pas du tout. Ça dépend de... Contrairement à une constitution qui est permanente. Ça dépend de l'histoire de la société et des aspirations des populations. C'est tout. Donc, la constitution... Les gens se trompent parfois. La constitution ne fait souvent que mettre par écrit les aspirations et l'histoire d'une société. Ne fait que consigner les aspirations des gens. La constitution vient constater l'état d'une société. Et éventuellement, maintenant, proposer des orientations pour le futur. Donc, Maître, pour qu'on précise les choses, est-ce que si la constitution n'existe pas, au nom de quoi, ou sur la base de quoi, vous allez vous plaindre qu'on vous permet pas de faire quelque chose, d'exprimer vos droits, etc. Si la constitution n'existe pas, vous vous référez à quoi? Attendez, si la constitution n'existait pas, d'abord, même depuis longtemps, les Rousseau ont tésé sur le droit naturel. Sans oublier que le Burkina Faso fait partie des instruments internationaux. Oui, mais le droit naturel n'est plus en société. Là. Sans la Constitution, vous avez les instruments internationaux de protection des droits de l'homme que le Burkina Faso a ratifiés et qui vont parfois plus loin que la Constitution. Donc ça reste une Constitution internationale alors? Oui, mais c'est pour dire qu'on peut suspendre la Constitution, mais sans pourtant avoir le droit d'enfreindre les droits humains, parce qu'il y a d'autres instruments que notre Constitution. D'accord. Oui. Et donc, maintenant, pour dire, il faut dire chose. Boileau, au XVIIe siècle, disait que hâtez-vous lentement, quelle corde qui vous presse, et ne vous flattez point d'une folle vitesse. Et donc, moi, je me rends compte qu'effectivement, sur ce plan-là, les militaires veulent agir comme dans l'armée. Mais même dans la caserne, quand vous donnez un ordre à un exécutant, il exécute, mais après, il faut lui donner des explications. Pourquoi on lui a demandé de faire ça? Or, qu'est-ce qui se passe? Une charte va être adoptée demain et personne n'est au courant. Or, la charte n'est pas destinée au MPSR, elle est destinée à la société. Donc, on devrait la mettre à la disposition du public. Même ceux qui ne feront pas partie de la délégation, ils peuvent donner leurs avis à travers ceux qui iront à la délégation. Mais je vais faire un parallélisme des formes. À l'Assemblée nationale, quand on doit adopter des lois, on ne donne pas au public, on ne donne pas aux citoyens, ce sont les députés. Non, mais les députés les partagent. Moi, il y a des députés qui m'ont partagé. Vous êtes un privilégié, mais à Roro, mais les députés sont les représentants du peuple. Oui, mais ceux qui viennent aux assises sont les représentants du peuple, non, c'est les forces. Qui les a élus? D'abord, permettez-moi de vous dire une chose. Moi, je ne sais pas comment ils ont été désignés. Les partis politiques, les partis politiques ont reçu des correspondances où on leur demande de désigner un quota de personnes. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour moi de faire une rectification. Parce que quand ils veulent voter des lois concernant, par exemple, la profession d'avocat ou concernant le droit, alors ils transmettent ils passent des années à préparer le terrain, à faire des avant-projets. Après, ils transmettent le texte aux avocats et ils disent vous avez 48 heures ou 72 heures pour faire des observations. Sur des textes qui peuvent compter des centaines d'articles. Mais moi, je trouve que c'est foutre de la République. Donc, je n'ai jamais participé à des choses comme ça. Quand il faut, si vous voulez avoir l'avis de quelqu'un, il faut lui donner le temps d'émettre son avis. Or, les textes de loi se discutent article par article. Chaque article a son histoire. Si vous prenez la Charte des Nations Unies, chaque article a un volume qui explique comment chaque article est venu à être adopté. Donc, vous ne pouvez pas transmettre des lois comme ça et puis dire vous avez 48 heures, 72 heures pour donner vos observations. Moi, je ne participe pas à ce folklore. Là, ce n'est même pas 48 heures. Alors ici, la loi n'est même pas à la disposition du public. Donc, c'est comme si c'était une charte destinée uniquement à un milieu restreint au MPSR. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Voilà. Il faut, ou alors le MPSR n'est pas obligé de le faire. Il pouvait l'adopter pour lui-même et puis l'imposer au peuple, ce qu'on appelle les chartes octroyées, puisqu'au départ c'était comme ça. Mais il y a une démarche qui a été faite parce que la commission a été créée, la commission a fait des auditions, a reçu des contributions. Plusieurs centaines de contributions. Dans ce cas, il fallait dire que ce que la commission allait produire comme travail là sera adopté. Voilà. Il ne fallait plus laisser entendre que ça fera l'objet, n'est-ce pas, de débats, d'amendements, etc. Comme ça, la commission allait produire son travail et puis immédiatement on adopte. Et mais ce ne serait pas démocratique non plus. Ça non plus, ce n'est pas démocratique. Parce qu'il n'y a pas de débat. Mais les gens sont présents, ils ont l'occasion de regarder. Écoutez, je vais vous poser une question. Est-ce que pour être pragmatique, est-ce qu'on peut, pour un texte pour lequel il y a des représentants qui vont donc examiner, est-ce que ce texte-là, qu'est-ce que ça vaut que d'autres personnes qui ne seront pas donc aux assises l'aient aujourd'hui pour en discuter? Qu'est-ce que ça vaut concrètement? Non. D'abord, c'est moi? Oui. Ok. D'abord, il faut dire que sur le mode de désignation des gens,
il y a à le dire. Ça, c'est évident. Parce que tout choix est antidémocratique par principe. Ça veut dire, si vous devez choisir des gens, forcément, vous imposez. Donc, quelle que soit la forme qu'on prenne... Qui impose alors? Parce qu'ils ont écrit aux partis politiques, par exemple, de désigner, ce sont les entités qui désignent. C'est ça. Par exemple, on dit au CFOP, envoyez-nous 2 personnes. Comment ça se fait? Mais Dieu seul sait les bagarres qu'il y a dedans. Et que c'est tout sauf démocratique. Le président du CFOP, ou bien l'ancien, il se désigne, et puis bon, maintenant le reste... Mais est-ce que ça, c'est le MPSR qui... Non, justement, c'est ça que je dis. Écoutez-moi bien. C'est ça que je dis. Tout choix est déjà antidémocratique. C'est comme ça. J'ai choisi, la forme, c'est comme ça. Bon. Donc maintenant, je prends le cas de l'opposition. Mais les gars de l'opposition, ils vont dire, mais il dit par exemple, ne faisons pas ce qu'ils veulent. Ne pensent pas ce qu'ils veulent. D'autant plus qu'il n'a pas eu le document avant pour qu'ils partagent le document ensemble, afin qu'ils puissent maintenant les représenter. Moi, je crois qu'il faut être honnête avec les gars du MPSR et leur dire, moi, en ce qui me concerne, je suis en phase avec eux. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qui s'est passé au cours des 7 dernières années et je trouve que notre pays est à terre. Il faut le relever. Et je dis, il faut se hâter lentement. C'est-à-dire qu'il faut aller par méthode, par marche pour pouvoir sortir du gouffre. Sinon, on va retomber encore plus bas encore. Et ça, je dis, pour cette occasion, il était donné l'occasion effectivement aux gens de venir parler au nom des populations. C'est la première fois depuis le MPSR au pouvoir que la population peut s'exprimer effectivement. Mais donc, il faut donner les moyens. On ne confond pas un travail. Il faut permettre à ceux qui vont représenter ces populations-là d'être dignes représentants d'une part et de pouvoir effectivement traduire ce que ces gens-là veulent. Sinon, des gens vont venir, ils vont parler en leur nom personnel. Peut-être même qu'ils ne pourront même pas tous parler, ils ne pourront pas dire tout ce qu'ils pensent. Et il faut un consensus pour adopter. Je ne sais pas comment ça se passer. Et dans tous les cas, le texte sera adopté. Et c'est sur cette base-là qu'on va conduire la transition. Et je crains qu'à force de vouloir aller trop vite, alors, on se prenne les pieds. Est-ce que ça voudrait dire qu'il fallait faire un référendum, un mini-référendum pour ça? Pas du tout. Mais il fallait comment procéder alors? Même de la même manière, je vous assure, si les assises, ce n'est pas lundi, si c'est mercredi, et que le document est mis, par exemple, aujourd'hui même, à la disposition sur les réseaux sociaux, mais les avis qui vont sortir mercredi là vont représenter valablement le peuple burkinabé. Moi, je voulais dire quelque chose, si vous permettez, simplement. Moi, je vais dire, encore une fois, ceux qui partent, et Lengani a posé la question, ils parlent au nom de qui? Mais même sur le principe, est-ce que c'est ceux qui partent là qui ont commandité le travail que les 15 personnes ont fait? C'est le MPSR. Vous n'avez pas commandité quelque chose et vous mettez votre nez dedans. Ça veut dire quoi? Quand vous demandez à un consultant de faire un travail, peut-être que vous pouvez demander aux gens leur avis. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens extérieurs de venir adopter un document qu'ils n'ont pas commandité. En vertu de quoi ils vont aller dire, voilà ce que nous, on veut que les gens fassent. Ce n'est pas leur travail. C'est comme quand le MPSR a demandé au ministère de choisir 3 personnes pour qu'on puisse les consulter. Moi, j'imagine que si ceux qui ont fait ça n'ont pas leur nom dedans, leurs têtes sont à couper. Je vais dire encore une fois, je ne comprends pas pourquoi le MPSR s'évertue à se compliquer la tâche. André Janivudo, ce qui est ressorti pour ce qu'on a appris du MPSR, le document sera remis à ceux qui vont travailler demain, dès aujourd'hui. Donc, ils auront le document pour l'examiner avant d'y aller. Ce n'est pas sur place qu'on va venir leur donner le document. Vous ne participez pas certainement que vous ne l'avez pas, mais ceux qui participeront auront le document. Oui, bon, vous voyez que tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas normal. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission et qui auraient pu s'informer sur le contenu de ce rapport-là. Il y a des gens qui ne le liront jamais, même s'ils l'ont. Parce qu'il y en a qui n'ont pas une tradition de lecture, ils ne veulent pas lire, ils veulent plutôt écouter. Et nous, aujourd'hui, on aurait pu dire, voilà ce que contient le rapport, voilà ce qui est proposé. Ils peuvent quand même faire confiance à nous pour relayer ce qui est dedans de façon honnête, de façon correcte, et se faire une idée par rapport à ça. Sur les valeurs de la transition, bon, nous avons été, puisqu'on nous a reçus, nous avons fait des propositions. Sur la durée de la transition, on a fait des propositions. Sur le calendrier, on a fait des propositions. Et c'est quand même bizarre que nous,
Aujourd'hui, on a du mal à avoir ce document-là. Et on va remettre à des gens qui n'ont pas participé à la production des idées pour venir débattre, alors que ceux qui ont participé à la production des idées, qui ont fait des propositions, j'imagine quand même que ce que nous avons dit là-bas a été pris en compte dans le rapport. Sinon, on serait allé pour rien. Je trouve... Non, j'ai fini. Parce que ce qu'on est en train de dire est tellement important. La commission qui a donc travaillé à l'élaboration de ce document a reçu 9100 contributions directes. C'est-à-dire que les personnes qui sont allées donc, être auditionnées et qui ont fait des contributions, comme tu le dis. Et plus d'une centaine de documents écrits qui ont été versés à la commission. Est-ce que cela ne donne pas quand même du crédit à ce travail et que maintenant... Non, je n'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le contenu n'est pas crédible. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'est pas normal que nous, au moins nous ayons le document là de façon allégée. Même quand un rapport sort, quand une ONG ou même l'État sort un rapport, il y a toujours la version et puis avec un embargo. Mais les journalistes, quand même, ils ont la version allégée qui leur permet d'avoir le contenu et d'en parler. Parce qu'après tout, c'est destiné à qui? C'est destiné au peuple. Et le peuple, là, c'est qui? Le peuple, c'est ceux qui sont dans les campagnes, qui sont dans les villes et qui nous écoutent et qui nous lisent également. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes là, on est un peu embêtés, on ne sait même pas. On rôde, on brode. Les journalistes, ils relèvent les faits, il n'y a pas de faits d'abord. Il faut attendre l'adoption pour que ce soit un fait. Non, mais les gens, vous savez, par exemple, une constitution, pour adopter une constitution, vous savez comment ça se passe? Il faut envoyer l'exemplaire là à chaque, comment on appelle ça? À chaque citoyen, 2 semaines avant, pour qu'il puisse lire et donner son avis. Bon. Moi, je plaide pour ceux qui vont venir lundi et qui vont recevoir le document le matin. Dimanche, ils recevront le document aujourd'hui. C'est ce qui a été dit. Et le travailler, puis faire des propositions pour que ce soit adopté. Bon, c'est pas correct. Voilà. On ne va pas défendre ce qui n'est pas défendable. Ça, je pense que c'est un impair qu'il faut corriger pour la prochaine fois. Je suis avec Lengani. Nous tous qui sommes ici, nous savons la situation qui a motivé l'arrivée du MPSR. Et le plus important, ce n'est pas toute cette messe-là. Le plus important, là, c'est ce qui se passe dans les zones à haute insécurité. Moi, j'ai un ami qui devait venir de Dori hier pour une cérémonie. Il n'a pas pu venir. Quand je l'ai appelé, il m'a dit « Je n'ai pas pris le risque parce qu'on nous a dit que sur la route, là, c'est très dangereux. » D'accord. Alors, donc ça suffit donc que le MPSR aussi veuille aller quand même vite pour pouvoir avoir ce organe et travailler. Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire l'objectif premier du MPSR, c'est la sécurité. Donc, il veut aller vite. Et c'est des militaires. Voilà. Mais si vous choisissez aussi de recourir à la voie démocratique, il faut y aller de bonne foi. Il n'était pas obligé, par exemple, de faire adopter la charte là par, comment je vais dire, par des représentants de partis politiques, etc. Ils pouvaient l'imposer, comme ils ont imposé l'acte fondamental. Mais si vous choisissez, par exemple, la voie démocratique, mais allez jusqu'au bout. Par exemple, vous avez dit, parce qu'il y a eu que la commission qui a rédigé la charte là, a reçu près de 9100 contributions, etc. Direct. Ça ne veut rien dire du tout. Ça peut être 9000 et quelques contributions allant dans le même sens. Je vous rappelle qu'au temps de l'Union soviétique, il y avait 965 quotidiens qui disaient la même chose. Oui, bon, on n'est pas dans le même contexte. Donc c'est pour vous dire que... si on va rentrer peut-être dans ce sens-là, on n'aura pas de référence. C'est parce que 9000 et quelques, il y a 9000 et quelques contributions que c'est diversifié et que c'est représentatif. Donc la meilleure des façons était de mettre la charte à la disposition des gens pour qu'ils puissent apprécier. Est-ce que, maître, pendant que nous y sommes, si 9000 personnes ont contribué directement, il y a eu plus de 100 documents qui ont été, des propositions qui ont été faites, et que maintenant, la dernière étape, c'est qu'on prenne d'autres représentants pour venir. Est-ce que ça également, c'est pas dans la démarche, ce n'est pas aussi un élément qui permet... Donc, c'est que vous dites, par exemple, que c'est pas sûr que tout le monde ne soit pas allé dans le même sens. C'est pas suffisant et ça n'empêchait pas que... les auditeurs, que le peuple en ait connaissance et éventuellement partage aussi son point de vue. Voilà. Ça n'empêche pas. On va avancer. Pardon. Comment vous l'avez dit? Voilà, puisque le maître dit effectivement que le MPSR veut aller vite, ce qui est vrai, il faut aller vite. C'est pour ça que tous ces trucs-là, parlement de la transition, tout ça, là, pour moi, c'est inutile. Le MPSR a pris le pouvoir. Eh bien, il devait gouverner par ordonnance. Ça va vite.
Ça va très vite. Et avec un gouvernement qui est mis en place, en élargissant l'organe du MPSR à des civils, à des personnalités, et là, vous allez voir, ça ira très vite. Peut-être que ça est dans la charte. Ce qu'on est en train de dire là, peut-être que... Oui, mais bon, là, ça se trouve dans la charte. Mais on spécule, donc c'est pour ça qu'on est Non, un peu moi, je voulais dire embêtant. quelque chose pour le fond. Attendez, j'ai les regardez, demain, on nous dit, on va adopter la charte et on va élire, ou bien on va désigner le président de la transition. Mais attendez, j'imagine que les Newton Bali, les shérifs, on va pas désigner. On va élire. Non, il va prêter serment. Et puis, Mais on a parlé de... Alors, tout ce qui sera fait demain, après l'adoption de la charte, il aura la signature de la charte par le président du MPSR, qui sera désigné donc président de la transition et qui va faire l'investiture. Désigné président de la transition, j'imagine. Regardez tout ce méli-mélo là. Mais j'imagine si... Est-ce que... Parce que Lemba Michel, là, ils étaient 5 et puis on a désigné une personne, non? J'imagine qu'au MPSR, ils vont arriver à 5 aussi pour dire moi je vais être président de la transition et unanimement on va désigner... Il y a eu prestation des serments déjà, donc on n'est pas dans ce cadre de figure de candidature. Voilà, non, laissez-moi terminer. Oui. Vous apportez de l'eau dans mon moulin. Ça veut dire tout ce que l'on est en train de faire là. Si je dois employer un gros mot, c'est du superfétatoire. Ça ne rime à rien. Et on se donne de la peine pour faire des choses qui n'en valent pas la peine. Bon, moi, je suis d'un avis tout à fait contraire à ce que je viens de dire. Ce qui est en train de se faire est extrêmement important. Ah bon? Et parce que c'est extrêmement important, on ne doit pas faire de n'importe quoi. Moi, c'est mon point de vue. Parce que c'est extrêmement important, il faut prendre le temps qu'il faut pour le faire bien. Qu'est-ce qui est important? La charte est extrêmement importante. On n'a pas besoin, il faut que la charte nous dise exactement comment ce pays-là va être gouverné pendant le temps de la transition. Ça, il faut qu'on s'entende sur ça. Et parce qu'on doit s'entendre, on doit savoir de quoi il s'agit. C'est ça, moi, je dis. Je ne dis pas que c'est inutile. Des gens vont aller pour le faire. Il y a des gens qui sont mandatés pour le faire. Moi, je dis... Lui qui était contre la transition de Michel, là, lui, il veut maintenant une transition là. Oui, c'est les 104 là. Des partis politiques uniquement, il y en a plus que ça. Ah, donc les partis politiques, c'est 104. Oui. Moi, par exemple, je ne vois même pas ce parti politique-là qui me représente. Je ne vois pas. Donc, parmi les 104 là, aucun ne va parler au nom de Lengani Isaka. Parce que... Le CDP D'ailleurs, il y a 2 CDP. Donc, ce sont les forces vives. Et les forces vives, de façon protocolaire, les forces vives ont des entités qui les représentent. On n'a pas besoin que ce soit X même qui soit là. Je répète, la charte est si importante qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour que les gens la connaissent, et puis que ceux qui vont représenter puissent effectivement donner des avis motivés. Je suis d'accord qu'on est pressé, on n'est plus par le temps. Et je suis d'accord que le plus important, ce n'est pas la charte, et même, quand je lis certains journaux, et je vois certains constitutionnalistes entre griffes, ergotés sur ce qui devait être fait, ce qui ne devait pas être fait. On devait prêter serment, on ne devait pas prêter serment. On devait voir qui, on devait qui. Mais tout ça, c'est parce que il y a certaines conditions qui ont été remplies. Et il faut féliciter les militaires de la manière dont ils ont fait une opération chirurgicale, comme on dit. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, comme en 2014. Bon, après ça, on n'a pas emprisonné les gens à tour de bras, on n'a pas brûlé les maisons des gens, on n'a pas obligé des gens à fuir, parce que si tu prends le cas de Blaise Compaoré, on dit qu'il a fui, alors qu'on voulait l'assassiner, et il a pu s'échapper. Bon, on n'a pas connu ce cas-là en 2022. Ça, c'est déjà une victoire pour les gars du MPSR. Et je dis, il faut consolider ça en allant avec méthode. Et je dis, les assises de demain devraient pouvoir bénéficier de la participation consciente des masses populaires. Merci Lengani. Merci Lengani Isaka. On va continuer pour évoquer le second sujet qui porte sur les résolutions qui ont été prises par le dernier sommet UA, Union européenne, concernant principalement le Burkina Faso, donc du 17 au 18. Ce sommet-là, c'est le 6e du genre, a eu lieu à Bruxelles. On peut retenir que le sommet, concernant le Burkina, a pris ses résolutions, par exemple de la révision de la clause d'immunité du statut des forces spéciales. Le sommet a aussi condamné le coup d'État et a demandé la libération de l'ancien président. Et a félicité aussi le MPSR pour la mise en place de la commission technique donc d'écriture des textes et de la charte de la transition. Et puis a pris acte des déclarations du président
d'Amiba concernant le retour à l'ordre constitutionnel dès que possible et le respect aussi des engagements internationaux du Burkina et à encourager à un dialogue démocratique, une transition donc qui soit inclusive. Alors, Maître Kelem, ces dernières résolutions de l'Union européenne concernant le Burkina Faso. Bon, vous avez cité tellement de choses. Il y a tellement de points, bien sûr, mais regarde. Non, mais je trouve que bon, l'Union européenne est loin du Burkina Faso. Donc, il y a des réalités qu'elle ne maîtrise pas. Par exemple, concernant le cas du président Roch Kaboré, bon, c'est vrai qu'ils sont loin, mais ils ont des yeux aussi ici. Il y a l'ambassadeur, oui. Une délégation qui est là. Ouais. Donc, comme je dis là, ils peuvent être au courant des réalités concrètes. Hein. C'est ça. Oui, mais bon, ça dépend du cas concret. Qu'est-ce qui motive, n'est-ce pas, le non-élargissement du président Roch Kaboré? Sans doute que le MPSR a ses raisons aussi. Voilà, parce que il y en a qui peuvent profiter de cela, du fait qu'ils ont accès au président, etc., pour faire des choses, et même ne serait-ce que même pour sa sécurité. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez que même au sein du MPP, c'est pas le vrai amour. C'est ça. Vous avez des gens qui sont contre Roch, vous avez des gens qui sont toujours pro-Roch. Et donc, actuellement, les tensions ne sont pas tout à fait tombées. Et donc, si Roch, par exemple, recouvrait sa liberté entière actuellement, c'est pas sûr que certains ne pourraient pas profiter pour lui créer des problèmes. On ne sait jamais. Voilà. Donc, sur ce plan, moi, je vois les choses comme ça. Liberté pour liberté, peut-être que sa détention est pour sa propre sécurité dans la situation actuelle. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de... D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne le cas des forces spéciales, il faut dire qu'effectivement, ces dispositions violent le droit international humanitaire. Accorder l'immunité, n'est-ce pas, aux forces spéciales, c'est en violation de l'état actuel du droit international humanitaire. Donc, il demande que chaque soldat, chaque officier, n'est-ce pas, pose un crime de guerre, crime contre l'humanité, crime contre la paix, etc., soit traduit en justice. Donc, cette immunité ne convient pas aux instruments internationaux que le Burkina Faso a lui-même ratifiés. Donc, je suis presque sûr qu'ils reviendront là-dessus. Mais en même temps, est-ce que ça ne rend pas difficile la lutte contre le terrorisme? Non, pas du tout. On peut lutter contre le terrorisme, n'est-ce pas, sans qu'il y ait impunité. Voilà. Un soldat, c'est quelqu'un qui est préparé, n'est-ce pas, à faire des opérations chirurgicales et à faire la guerre, n'est-ce pas, de façon professionnelle. Parce que faire la guerre aussi est une profession. Et il y a des règles dans la profession de la guerre. On ne s'attaque pas aux gens n'importe comment, etc. Il y a des règles, ce qu'on appelle le droit. Avant, on appelait ça le droit de la guerre. C'est devenu le droit des conflits armés ou le droit international humanitaire. Il y a des règles. Vous avez les 4 conventions de Genève et les 2 protocoles additionnels qui disent comment les guerres doivent être menées. Et chaque soldat, surtout les officiers, doivent être au courant de cela. Donc, c'est bien encadré. Donc, même la lutte contre ce qu'on se dit, c'est des conflits internes ou des conflits internes internationalisés. C'est prévu par le droit international et c'est bien encadré par le droit international. Et donc, les officiers doivent être au courant de cela. Beaucoup Oui, que l'Union européenne dise ça, elle est dans son droit, dans son devoir de rappeler les principes de respect des droits humains, c'est tout à fait normal. Mais j'ai écouté la dernière fois Jean de Dieu Somda, qui était à la commission de la CEDEAO. Voilà, qui expliquait que justement pour éviter ce genre de problème-là, il fallait que le Burkina déclare officiellement que nous sommes en état de guerre. Si nous déclarons que nous sommes officiellement en état de guerre, si nous fassions la déclaration à l'ONU, l'instance internationale, pour dire que nous sommes en état de guerre, eh bien, cela nous met à l'abri d'un certain nombre d'ennuis. Parce que cela signifie que toute personne qui est prise avec une arme, mais qui n'est pas reconnue comme élément d'une force régulière, est considérée comme un tirailleur et qu'il faut, la loi autorise qu'on l'abat sur place. Donc ça nous couvre. Ça nous couvre. Et nous savons aujourd'hui que les forces terroristes là, ce ne sont pas des gens qui sont des armées, qui sont dans une armée régulière. Donc ils commettent des exactions. On a débattu de ça ici. Nous sommes aujourd'hui obligés de combattre dans le droit des gens qui n'ont rien à foutre du droit, excusez-moi l'expression. Ils n'ont rien à foutre du droit. Quand les gens arrivent et éventent des femmes enceintes, tuent des vieillards, de quel droit parle-t-on? De quel droit parle-t-on? Donc, il faudrait qu'effectivement, qu'on trouve l'astuce pour nous couvrir et couvrir nos militaires qui vont être sur le terrain pour combattre les terroristes qui, eux, n'ont rien à foutre du droit. Ce n'est pas leur préoccupation.
Leur préoccupation, c'est tuer, c'est créer la désolation et le désordre dans notre pays. Donc, que des institutions internationales se préoccupent des droits de l'homme, tout ça, moi, chacun fait son travail. Mais moi, j'ai toujours dit, ce que j'attends de l'armée burkinabé, c'est de ramener la sécurité. Pour le reste, les ONG font leur travail, eux aussi, ils font leur travail. Parce que si on va rentrer dans ce type de considération-là, est-ce qu'il y a une guerre propre? Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. Et cette guerre-là, en l'occurrence, elle ne peut pas être propre parce que le président du MPSR l'a dit, même l'ancien chef d'état-major général des armées, Minouil, l'avait dit, nous sommes en face des ennemis qui sont en réalité nos frères. Ce sont des Burkinabés. Ils ont pris les armes. Je pense que dans la nouvelle configuration qui va venir, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si nos autorités disent clairement, s'il y a des compatriotes, et nous savons qu'on avait des frères qui se sont trompés, qui ont été embarqués comme ça, qui ont cru à un message qu'ils ont découvert que c'était faux, qui veulent revenir dans la maison, dans la famille, ils sont les bienvenus. Ils déposent les armes. S'ils ne déposent pas les armes, voilà ce qui va se passer. Et à ce moment-là, je pense que tout le peuple burkinabé sera d'accord sur le mode opératoire qui va être choisi pour ramener la sécurité dans notre pays. D'accord. Merci beaucoup. Lengani, sur ces différentes résolutions de l'Union européenne, on peut déjà voir que l'Union européenne n'a pas pris des sanctions, comme on a l'habitude de voir l'Union européenne qui suspend tel ou tel partenariat. Je crois qu'à ce niveau, il faut le dire, l'Union européenne est plus ou moins bienveillante, elle a une attitude bienveillante vis-à-vis du Burkina Faso parce que, effectivement, tout le monde sait, même les aveugles, que le Burkina Faso était dans une situation intenable. Si on continue encore avec le pouvoir déchu, peut-être qu'aujourd'hui, très rapidement, le pays allait disparaître. Ça c'est une évidence d'école. Donc, stopper la dégringolade était une très bonne chose. Mais maintenant, comment accompagner? Moi, je pense que c'est ça le problème aujourd'hui de la communauté internationale. Et bon, sur la question de l'impunité entre griffes qu'il dénonce par rapport aux forces spéciales, bon, moi, je me dis que bon, ça, c'est un peu de la rigolade. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, l'Union européenne, elle sait très bien que quand elle-même, ses troupes interviennent dans les pays, la première revendication, c'est que c'est l'impunité totale pour leurs hommes. On se souvient aussi de l'accord entre la France et le Burkina qui a été signé en janvier 2015, où les soldats français ne peuvent pas être attraits devant les tribunaux burkinabés. À ce niveau, ceux qui veulent faire de l'embrouille, je pense que c'est la France seule. Même la Chine, quand elle intervient quelque part, ses soldats sont impunis. Les États-Unis, c'est la même chose. La Turquie, n'importe qui va. Et je pense que c'est tout à fait normal et légitime. Je ne peux pas venir chez toi, t'aider à éteindre ta maison, je casse un vase, tu me dis de payer. Non, mais ça, je dis. Mais là, on est dans le cas des forces spéciales du Burkina Faso. Oui, bon. Je parle du cas de l'Union européenne. Je dis, bon, il faut effectivement, bon, contrairement à ce que dit Voukouma, c'est vrai, il a raison. Il faut se protéger. Mais si nous déclarons que nous sommes en guerre, cela entraîne aussi des obligations. Va entraîner aussi sur le plan économique des restrictions incroyables. Bon, si on pèse l'un pour l'autre, je me dis, peut-être c'est mieux de laisser dans ce flou global-là, et puis bon, on se démerde comme on dit, pour s'en sortir. L'essentiel étant que vraiment on réussisse à combattre le mal de manière efficace en ayant la conscience que ce sont des Burkinabés qu'on a en face de nous. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des hommes qui ont pu se tromper et pour lesquels il faut avoir un certain égard humanitaire. Il y a par exemple la thèse de la guerre sale, qui est... La guerre propre ou la guerre sale? La guerre sale, bien sûr, contre la guerre propre. La guerre sale qui est que sans guerre sale, on ne peut pas avancer sur ce type de guerre-là. Mais en même temps aussi, il y en a en face qui disent que, par exemple, les forces spéciales qui sont sur le terrain, qui luttent, si chacun doit être responsable individuellement d'un cas, par exemple des crimes, ça veut dire que le moral, même la motivation va baisser pour ces forces-là. Non, moi, de mon point de vue, le rappel de l'Union européenne, c'est pour dire, les gars, faites attention vous-même pour ne pas vous retrouver vous-même dans votre combat un jour face au tribunal pénal international.
parce que nous sommes burkinabés entre nous, mais il est évident, moi-même qui suis assis ici là, si on se met à zigouiller sur tout le monde, parce que pour dire que c'est des terroristes, moi-même, je vais m'élever contre. Il faut choisir les cibles. C'est comme ça. Donc je pense que c'est une manière de dire aux Burkinabés, aux forces spéciales, faites attention. On vous reconnaît une légitimité dans le combat. C'est une guerre vraiment très compliquée, mais faites attention pour que vous-même, la loi ne se trouve pas contre vous demain. Ça, c'est bien. Ensuite, sur le fait qu'on n'ait pas été sanctionné, je pense que c'est même ça montre qu'il y a une bonne volonté pour nous accompagner. Et nous devons tenir compte éventuellement des critiques qui sont faites. On ne peut pas nous dire faites ce que vous voulez, on est d'accord avec vous parce que le régime passé n'était pas sur les rails. Le cas du président Kaboré Le cas du président Kaboré, moi je suis tout à fait en phase avec Maître Tambela pour dire c'est éventuellement pour sa sécurité et puis aussi pour la sécurité du nouveau pouvoir. Parce que, et je l'ai toujours dit ici, et je le maintiens avec force, le pouvoir du MPP n'aurait jamais pu être vaincu si ce n'est pas par la force. Ils sont venus par la force. Ils sont venus par le sang. C'était évident que leur manière de s'installer, c'était pour continuer. On a vu les élections passées. Est-ce qu'une constitution, les constitutionnalistes dont on parle là, donc, et qui ergotent aujourd'hui sur le respect de la constitution, mais ces gars-là, ils ont vu, la constitution interdit l'achat de conscience. La constitution interdit l'apartheid électoral. Ça n'a pas été fait ici. Sous le regard de ces gens-là, Monsieur Ibriga, par exemple, depuis quand l'a-t-on entendu dire que les élections passées n'étaient pas propres? Pourtant, tout le monde le sait. Et c'est aujourd'hui que ces messieurs-là retrouvent la voie pour dire il y a ceci ou cela. Lui qui était à la tête de l'ASE, jamais dans ce pays-là, on a connu autant de vols, de pillages des ressources du pays que sous le magistère de M. Ibriga comme contrôleur d'État. Il n'est pas juge. C'est à lui de dénoncer. Ça a été dénoncé. Mais s'il ne dénonce pas... Non, il a dénoncé. Il a dénoncé dans des rapports. Non, il a dénoncé dans des rapports. La parole va revenir. Oui, c'est-à-dire, on n'a pas l'honneur de la même manière. Moi, Lengani Issaka, je suis à sa place. Je dénonce, ça ne se fait pas. Je démissionne. Je démissionne de mon poste. Parce que si je ne peux pas faire mon travail, alors qu'on trouve quelqu'un d'autre pour faire la merde que les gens veulent. Non, c'est pas une confusion. Bon, maintenant, il n'y a pas de confusion. On continue. Il n'y a pas de confusion. On parlait du président Kaboré, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut le libérer. Voilà. Oui, il faut le libérer. Est-ce que lui-même il va être libéré? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que sa sécurité est un problème aujourd'hui pour le nouveau pouvoir. Et on est obligé d'assurer sa sécurité. Et puis, bon, quoi qu'on dise, même si ce n'est pas l'élection qu'il est parti, il faut quand même faire le point de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que notre pays est arrivé à ce point-là? Ce qu'on a lu, le MPP, et en attendant, donc, la déclaration du MPP dit qu'on l'a déplacé, on a restreint ses contacts, etc. Mais vous voulez qu'on vous dise la vérité? Mais pendant que le monsieur était chaud, le MPP se permettait de faire des réunions chez lui. Sa résidence là? Dans sa résidence. Est-ce que ça, c'est acceptable? Pour lui-même, on a parlé de sa sécurité. Est-ce que c'est acceptable, ça? Moi, je pense qu'il faut être honnête, quoi. Il faut être honnête. D'accord. À moi? André Eugène, pour terminer. Je vais terminer. Je vais commencer par l'UE et puis ensuite, je donne un avis sur le président Roch. Pour l'UE, le sentiment que l'on a, c'est que le droit, que ce soit le droit domestique ou le droit international, s'applique aux faibles. Et on rappelle aux faibles qui doivent respecter la loi. Est-ce que vous avez déjà vu un boys américain être traduit devant les tribunaux internationaux? L'Amérique dit ça ne nous regarde pas. Ils n'ont pas signé le traité de Rome. Donc, ils disent seulement aux faibles, attendez, il y a le droit, si vous déconnez, on va faire. Mais les Américains n'ont pas dit aussi aux faibles d'aller signer le traité de Rome, c'est eux qui sont allés signer. Non, c'est État souverain. Oui, de toutes les façons, je crois, quand les gars ont zigouillé Kadhafi, ils ont respecté le droit international en le tuant. Ce que je vais dire simplement, c'est que vous ne pouvez pas demander aux gens d'être réglo devant une loi pendant que vous-même vous la violez. Ça, c'est donc ce qu'on nous dit de faire. Et puis ensuite, attendez, vous savez, par exemple, dans une entreprise, quand quelqu'un qui travaille dans l'entreprise commet une erreur, c'est l'entreprise qui casque et ensuite se retourne, peut-être s'il veut, contre l'employé. Mais on n'amène pas l'employé directement devant le tribunal. Par exemple, si vous allez à l'hôpital et qu'il y a une erreur médicale
qui apporte atteinte à une personne, on atteint l'hôpital devant la juridiction et l'hôpital répond et ensuite il peut se retourner contre le médecin qui a fait l'erreur, mais on ne livre pas le médecin devant le tribunal. Ce qu'on veut faire, c'est empêcher nos soldats d'aller faire la guerre. Et là, c'est quelque chose. Maintenant, pour M. Roch, Christian, vous vous rappelez Kaboré. Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré. Vous vous rappelez, quand les ministres quittent leur emploi, ils ont 6 mois de grâce pour continuer à bénéficier Ça, c'est un temps De normal. réserve. Ça, c'est un temps normal. Oui, non, je vais arriver. Je vais faire le parallèle. Et de réserve aussi, il faut Oui. le dire. Ça Oui, veut dire et que de- pendant ces 6 mois, il ne peut pas, par exemple, soumissionner à des marchés. Exact. Et là, même, c'est un peu plus que 6 mois. Il y a des choses auxquelles il ne peut pas Ex- s'adonner. Je voulais faire le pendant ce parallèle temps-là. pour arriver, pour dire, je crois que, je ne sais pas, moi je ne connais pas les conditions dans lesquelles il vit, M. Roch, mais je veux dire, j'abonde dans le sens que c'est même bien que l'on le protège pendant au moins 6 mois pour que rien ne lui arrive. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si M. Roch-Marc Christian Kaboré a une colique, les gens vont soupçonner que c'est le MPR qui a fait qu'il a une colique. S'il a mal à la tête, on va lui dire, mais c'est le MPSR qui ne nous regarde pas sur sa sécurité. Je crois qu'il faut permettre aux gens qui veillent sur lui de le faire d'une manière correcte. Si on nous a dit qu'on lui fait des choses qui sont inhumaines, on dira non, il ne faut pas le traiter d'une manière inhumaine parce qu'il n'a traité personne d'une manière inhumaine. Mais je pense même que pour sa propre sécurité, il a intérêt à ce qu'on veille sur lui pour que quelque chose ne lui arrive pas. Parce que si quelque chose lui arrive, ceux qui ruent dans les brancards disant de le libérer, c'est eux qui vont dire dans les brancards pour dire que c'est le MPSR qui a causé cela. Je crois qu'il faut savoir raison garder. D'accord. Alors, Non, une maître, précision. Il faut que précision je- concernant. Oui, d'accord, allez-y pour la précision. Non, il faut que je vous donne une précision. D'accord. Celui qui a dit qu'on devrait déclarer l'état de guerre, il ne connaît pas le droit international humanitaire. Parce que tout est dit dans le droit international humanitaire. Les 4 conventions de Genève et les 2 protocoles additionnels disent comment on peut conduire les opérations dans chaque cas. Par exemple, dans le cas qui se passe ici au Burkina Faso, tout est prévu et réglementé. Donc, on n'a pas besoin de déclarer la guerre pour ça. D'accord. Ouais. Ensuite, comme élément, ce que je voulais dire, c'est l'impunité des soldats, par exemple. Par exemple, Issaka Lengani a soulevé ce problème-là. À savoir que, par exemple, les Américains, quand ils interviennent quelque part, ils refusent que leurs soldats soient jugés. De même, les accords avec les Français, tout ça, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que c'est de l'impunité. Le droit international fait obligation à chaque État de comme juger son soldat fautif comme il le veut. Ça peut être sur son propre sol ou bien ça peut être dans les juridictions des pays où il a commis l'infraction. Maintenant, s'il ne veut pas qu'il soit traduit devant les juridictions où il a commis l'infraction, il se trouve dans l'obligation de le juger chez lui, devant ses propres juridictions. Et ça s'est déjà produit en France. Vous avez vu. Donc, ça ne veut pas dire que c'est l'impunité. Non, c'est une clause de juridiction. D'abord, il faut reconnaître que les Américains n'adhèrent pas totalement au droit international humanitaire. Il y a des protocoles auxquels ils n'ont pas souscrit, tout comme ils n'ont pas signé le traité de Rome. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sanctionnent pas les soldats fautifs dans leur propre juridiction. Maintenant, concernant les sanctions, ça veut dire que l'Union européenne, n'est-ce pas, n'a pas décrété de sanctions contre le Burkina Faso. Bon, ce n'est pas nécessairement par but humanitaire, mais ça peut être par but capitalistique. Parce que sanctionner le Burkina Faso voudrait dire sanctionner indirectement aussi la Côte d'Ivoire, par où transitent, n'est-ce pas, les affaires qui viennent ici, etc. Donc, or, vous savez que le capitalisme occidental est bien implanté en Côte d'Ivoire. Donc, il ne voudrait pas, n'est-ce pas, que les alliés politiques du Burkina Faso affectent leurs affaires en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'il faut parfois aussi lire les choses. On parle de guerre, mais là, c'est une guerre qui est réelle. L'Ukraine et la Russie est rentrée en guerre contre l'Ukraine cette semaine. C'est assez loin, on ne comprend pas ce que ça voudrait concrètement dire. Qui fait quoi à qui a raison, qui a tort. Lengani Issaka, un éclairage par rapport à cette guerre qui fait la une des journaux. Oui, effectivement, bon, c'est une guerre qui préoccupe tout le monde, même si en Afrique ici, on se sent un peu très éloigné de la zone des opérations. Mais c'est pas, de mon point de vue, en tant que j'ai quand même une petite notion de l'histoire pour avoir fait quand même un peu d'histoire sur les bancs. C'est une situation qui était
prévisible. Prévisible pourquoi? Parce que l'Ukraine est très très attachée. Il y a même une bonne partie de l'Ukraine, dans l'histoire même, qui a appartenu à la Russie. On sait que l'Ukraine faisait partie du bloc soviétique de l'époque. On sait que aujourd'hui, l'OTAN, l'Occident, veut prendre cette partie de l'Europe là, pour s'approcher au maximum de la Russie. Ça, c'est une évidence. Et elle y est allée avec tellement de force que, de mon point de vue, elle a obligé la Russie à réagir. Si l'Occident avait fait profil bas ou même avait travaillé à faire en sorte que l'Ukraine trouve une situation comme celle de la Suisse, moi, je crois qu'on ne serait pas arrivé là. Mais en ayant voulu, parce que l'Ukraine aussi, c'est un scandale géologique, entre griffes. C'est-à-dire, il y a pratiquement c'est le Zaïre ou c'est le Congo de l'Europe. En termes de richesse. En termes de richesse, il y a du tout là-bas. Il y a de tout. Et donc, justement, comme le maire de Tamala parlait de l'impérialisme tout à l'heure, le capitalisme, effectivement, les capitalistes veulent effectivement cette partie-là pour effectivement exploiter. Mais en y allant de la manière dont elle y est allée, elle a obligé l'URSS qui sait ce qu'il y a là-bas, à rester les bras croisés. Donc je trouve que aujourd'hui, accuser Poutine d'avoir envahi l'Ukraine de manière unilatérale, moi je pense que c'est un peu aller trop vite. Quel est ce droit que Poutine se donne à envahir un État? C'est un État aussi qui est indépendant, qui est libre de ça. C'est le même droit que la France et l'OTAN s'est accordé pour envahir la Libye. Et c'est le même droit, c'est-à-dire c'est de l'anti-droit. C'est de l'anti-droit. Et même, on peut dire même que dans le cas de la Russie, elle a beaucoup plus de raisons de le faire parce qu'ils sont frontaliers. Ils partagent 2000 km de frontières. Et le droit international est clair là-dessus, même sur la question des frontières. Ça vous, par exemple, que l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas un pays dont les frontières sont reconnues par l'ONU. D'accord. Pour la simple raison que pour que ces frontières soient reconnues, il faut que chacun de chaque côté reconnaisse qu'effectivement la frontière se sépare là. Or, ce n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc, en réalité, l'Ukraine en tant que tel n'est pas un pays qui existe même pour l'ONU. D'accord. En termes juridiques. André Jeanne Ilboudo. Oui, il faut dire que au chute du mur de Berlin, il y avait des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Et l'Occident a créé l'OTAN, les pays de l'Est ont créé le pacte de Varsovie, et ils considèrent l'Ukraine comme le pays tampon qui sépare la Russie des restes du pays qui adhèrent à l'OTAN. Je vais prendre un parallèle. Vous voyez des gens qui se bagarrent pour un carré de terrain et on fait une route au milieu pour les séparer, pour dire la route va être le tampon entre nous et ça va délimiter là où nous chacun. Et il y a l'autre partie qui vient envahir la rue et qui y sème. L'autre côté là, le monsieur qui est de l'autre côté va dire, mais si tu sèmes dans la rue, c'est que tu... Mais l'OTAN n'a pas envahi l'Ukraine. Non, c'est-à-dire que l'OTAN demande à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Okay. Et l'Ukraine fera partie désormais des pays de l'OTAN. Ça veut dire que si l'Ukraine devient membre de l'OTAN, ça veut dire que la frontière entre l'OTAN et la Russie, c'est à la limite de l'Ukraine. Seront nés à nez maintenant. Seront nés à nez, donc les gars peuvent venir placer leurs missiles à... Ça a été déjà fait d'ailleurs. Etc. Alors, donc ça veut dire que quoi? La Russie fait la guerre à l'OTAN à travers l'Ukraine? Ah ben oui, c'est pour que si la Russie envahit l'OTAN, ça veut dire que l'Ukraine va faire partie de la Russie et en ce moment-là, la Russie va dire à l'OTAN, vous allez de l'autre côté. Je pense que la guerre, là, c'est une guerre de positionnement, une guerre géostratégique et géopolitique. Et de toutes les façons, vous savez, il y a des caïds qui, dans la cour de récréation, ne respectent personne. Or, il se fait que les gens minimisent Poutine, mais c'est un autre caïd. Donc, les caïds vont s'affronter. Ce n'est pas comme en Afrique où on vient nous dire des choses et même si on n'est pas d'accord, on part monnaie dans nos coins et puis on part se mettre dans le coin et puis on s'assoit. D'accord. Poutine, s'il n'est pas d'accord, il le fait savoir et de manière éclatante. Maître, certains disent que ça peut être un prélude à une troisième guerre mondiale. Je ne crois pas. Certains le disent déjà que ça va partir comme ça, l'OTAN va peut-être intervenir et puis par la suite, l'OTAN n'interviendra pas, ils savent de quoi. Ou bien l'OTAN ne fera pas l'erreur d'aller contre la Russie. Parce que tout le monde est conscient de la capacité des armes actuellement. Voilà. Maintenant, dire que l'OTAN n'interviendra pas, ça c'est faux.
Et on ne sait pas encore qui va gagner. On sait toujours comment commencer une guerre, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Parce qu'il y a d'autres moyens de pression. Maintenant, il faut que je vous précise une chose. L'Ukraine appartient, tous les pays qui dans la zone là, l'Ukraine appartient à tout le monde et à personne. Parce que depuis l'an 1000, les frontières se sont déplacées chaque fois, d'un côté et de l'autre. Savez-vous que Kiev était la capitale de la Pologne? Oui. Donc, chaque pays, même la Lituanie, etc., ont eu des parties dans l'Ukraine. Donc, c'est un pays, n'est-ce pas, qui a toujours été soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction des mouvements de l'histoire. Il fut un temps où l'Ukraine appartenait à l'Union soviétique. Ça, c'était pour le côté historique. Maintenant, pour le point précis, il faut savoir que ce n'est pas que l'Ukraine fait frontière avec la Russie, que ce n'est pas que l'OTAN va venir mettre ses armes en Ukraine. Sinon, la Lituanie, la Lettonie, les Estonies font partie déjà de l'OTAN. Mais ça n'effraie pas tant l'Union soviétique, parce que c'est des petits pays. Or, l'Ukraine, vous savez que dans l'ex-URSS, l'Ukraine, avec la Biélorussie, c'était les seuls grands pays économiques dans l'Union soviétique. Là. Voilà. Et maintenant, voilà que l'Ukraine veut adhérer à l'OTAN. Or, ça veut dire avoir une grande force à sa porte. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu les crises de missiles à Cuba, Cuba était plus loin des États-Unis que l'Ukraine n'est de la Russie. Mais les Américains n'ont pas voulu, parce que c'était à leur porte. Ils ont fait des négociations. Quel était l'objet des négociations? Les Soviétiques enlèvent leurs missiles de Cuba et les Américains aussi enlèvent leurs armes de Turquie. Puisque la Turquie faisait partie de l'OTAN et était proche de l'Union soviétique. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est tout à fait normal que maintenant, là, pour la sécurité de la Russie, voyant que l'Ukraine veut adhérer à l'OTAN, parce que c'est l'Ukraine qui presse, alors sa sécurité est menacée directement par une grande puissance qui est à sa porte. Donc, il va de soi que la Russie aussi ne va pas accepter cela de bon oeil. Et elle le fait savoir. Elle dit, voilà, je suis prêt pour la paix, mais à condition que vous garantissiez, n'est-ce pas, un minimum de sécurité pour mon pays. Alors, donc ça voudrait dire que pour sortir de cette guerre, il faut que l'Ukraine renonce à son projet d'adhérer à l'OTAN. Moi, je pense, c'est comme quelqu'un a proposé, je crois que c'est Isaka Lengeni qui a proposé ça, non? Pourquoi l'Ukraine ne serait pas un pays neutre? C'est possible. Comme la Suisse. Comme la Suisse, voilà, ou bien comme la Finlande, l'Autriche. Voilà. Ben, ça peut être possible. Voilà. Parce qu'il faut aussi... regardez par exemple ce qui s'est passé à partir de 1991. L'Union soviétique, la Russie se trouve depuis encerclée. Il n'y a plus d'espace vital. C'est vrai que le pays lui-même est vaste, mais il est encerclé maintenant par l'OTAN qui ne cesse d'avancer vers les frontières de l'Union soviétique, de la Russie. Donc c'est ça aussi qui inquiète les Russes. C'est vrai que personne n'a le droit de se faire justice. Mais dans tout ça, est-ce que vous pourrez voir par exemple l'intervention de la Chine quelque part? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'un axe ne va pas se créer, l'axe de l'Est ancien? D'abord, vous me permettez de préciser. Des non-alignés. Vous me permettez de préciser. Parce que ce qui préoccupe la Chine d'abord, c'est Taïwan. Voilà. Donc j'ai failli dire même pourquoi nous allons parler de l'Ukraine ici. Est-ce que les terroristes qui nous tuent là, est-ce que les Ukrainiens parlent de ça? Vraiment. Chacun a ses préoccupations. Voilà. Donc c'est pour vous dire, par exemple, actuellement là, la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais comme Dieu le dit, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Parce que l'Occident a d'autres moyens de pression sur la Russie qui peuvent amener la Russie à genoux. Donc, qu'est-ce qui a provoqué l'échec, n'est-ce pas, de Gorbatchev? C'est la pénurie alimentaire et économique. Et l'Occident actuellement a les moyens de créer de prétendues pénuries en Russie même, qui peuvent amener même la chute Moi, je voulais... Je pense que, oui. Ouais. Je pense que l'essentiel a été dit par les confrères. Je termine par les sanctions que l'Occident pourrait prendre. Les représailles. Les représailles, c'est des sanctions purement économiques. Ils sont en train de vouloir geler les avoirs de la Banque centrale russe au niveau pour assécher un peu son système financier. Mais dès lors que la Chine s'est alliée avec la Russie, je ne vois pas très bien comment ces sanctions-là vont aboutir. Mais ce à quoi nous assistons, c'est quoi? C'est que l'Ukraine, ça a été rappelé, l'Ukraine a été naïve. Elle a été naïve en pensant que, en poussant le bouchon, en provoquant le grand frère, les autres vont l'aider. Non, je ne suis pas sûr que l'OTAN va intervenir, comme dit Maître de Tambela. Qui va intervenir? Les États-Unis? Je ne pense pas. À part les États-Unis, qui peut intervenir? Il n'y a pas de politique de défense commune dans l'Union européenne. Il n'y en a pas.
quel pays va intervenir dans l'Occident? Moi, Donc, je ne vois pas. l'Ukraine est face à son destin. Du coup, oui, évidemment. Seule face à son destin. Voilà, l'Ukraine se retrouve seule face à son destin et appelle partout à l'aide avec des appels de SOS pratiquement, de désespoir. Mais la seule chose qui puisse se présenter à elle, c'est commencer à négocier, envoyer ses diplomates aller négocier pour que la Russie arrête les bombardements, parce que si ça continue comme ça, ça ne va pas. Il n'y a pas la... Oui, d'accord. Ça ne va pas durer longtemps. Ce qui est évident, parce que Poutine, comme ça a été rappelé, ne peut pas accepter que les frontières, parce que là on assiste encore, c'est le retour du bloc de l'Est, pacte de Varsovie et OTAN. Ne peut pas accepter que la frontière de l'Est là arrive encore jusqu'à l'Ukraine. Ça veut dire qu'elle se sent un peu plus menacée. Ça a été rappelé il y a quelques années. L'OTAN a installé déjà des bases militaires là-bas. Donc, sa sécurité est encore plus menacée. Et pour quelqu'un qui a encore le souvenir de l'Empire russe, qui veut réinstaller la grandeur de la Russie, il ne peut pas accepter cela. Et d'autant que, apparemment, il s'est donné les moyens de le faire. Et ce qui se passe là, ça a été rappelé, c'est la négation du droit, je parlais tout à l'heure du droit naturel de Rousseau. On est en plein droit naturel où le plus fort va manger le plus faible. Mais est-ce qu'ici, il n'y a pas, par exemple, un risque en interne à l'Ukraine? Il y a, par exemple, un soulèvement militaire, que les militaires prennent le pouvoir en Ukraine? Non, ça c'est possible. Est-ce que l'éventualité n'est pas... Non, ça c'est possible. Oui, mais c'est ce que Poutine veut susciter. Mais justement, un renversement du régime. Mais permettez-moi de compléter. Parce que Voukouma a parlé du soutien que la Chine apporterait à la Russie. Il ne faut pas se leurrer. Depuis 1964, la Chine et la Russie sont en rivalité. Et quand l'Union soviétique s'est rendue compte que la Chine était capable de fabriquer sa bombe atomique sous le conseil des experts russes, la Russie a rappelé tous ses experts pour ne pas permettre à la Chine d'avoir sa bombe atomique. Oui. Et actuellement, la Chine a deux problèmes géopolitique à régler actuellement, c'est face à l'URSS, à la Russie et à l'Inde, dans le continent indien. Parce que ces trois-là se font une lutte de superpuissance. Et la préoccupation actuelle de la Chine, c'est face à l'Inde et à la Russie. Donc si la Chine peut obtenir l'abaissement de la Russie, elle le fera. Pas officiellement. Officiellement, elle soutiendra la Russie. La compétition internationale. Voilà. Mais officieusement, elle fera tout pour obtenir l'abaissement de la Russie. On va prendre un téléspectateur qui appelle de Ouagadougou. Bonjour. Notre interlocuteur est parti. Non, moi je voulais dire simplement que par rapport à cette affaire de l'Ukraine, je rappelle encore une fois qu'au sortir de la guerre, à la sortie de la guerre froide, il y a des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Et il y a une partie qui estime qu'elle est suffisamment forte pour ne plus respecter les engagements qui ont été pris. On a voulu que l'Ukraine reste un pays à la limite neutre comme la Suisse. Mais le plus fort a estimé qu'on est suffisamment fort, on va aller provoquer pour rattacher. Parce que l'OTAN essaie aussi d'envahir l'Ukraine, même si ce n'est pas le terme qui est employé. Aujourd'hui, on dit que c'est la Russie qui envahit l'Ukraine, mais ce que l'OTAN fait n'est pas autre chose que l'envahissement de l'Ukraine. Encore une fois, je dis, on se bagarre pour le faible. Mais en fait, c'est le contrôle du faible qui intéresse les grandes puissances. L'OTAN veut simplement faire en sorte que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN pour pouvoir avoir... accès aux matières premières. Oui. Et là, Et d'ailleurs, les sanctions économiques. Le gaz d'Allemagne vient d'Ukraine. Est-ce que l'Allemagne a fermé? Non, de Russie. De Russie. C'est pas d'Ukraine. Ça passe par l'Ukraine. C'est ça. C'est les pipelines. Est-ce qu'ils ont fermé le pipeline? Oui. Non, ils veulent contourner. Et c'est déjà un projet qui est assez avancé. Mais non, l'Allemagne aurait pu, faisant partie de l'OTAN, aurait pu déjà, à partir de maintenant, par exemple, fermer le pipeline. Ils ne l'ont pas fait. Non. Je dis les questions économiques. Vous savez, on discute, mais il y a des choses que les puissants ne nous disent pas. André Jeanne, on va prendre quelqu'un qui est en ligne. Allô? Allô?
Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Dabré Karim. Dabré Je Karim. voudrais prendre part à l'émission. Oui, d'accord. Sur quel sujet? C'est notamment sur le premier sujet là. D'accord, allez-y. Concernant l'adoption de la vraiment, charte. je tiens à vous féliciter par rapport à ce que vous faites. C'est vraiment très enrichissant pour nous. Merci. Oui. Bon, et maintenant aussi, revenir parfois sur certaines informations ou certaines choses qui sont dites. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent et que ce qui est souvent dit est des sous-tendements, peut-être en termes de preuves et de justification. On a vu par exemple, pour ce qui concerne la structure de Luc Marius Uriga, qui produit des documents, qui fait du travail peut-être en aval, et qui fait remonter pour que les choses soient peut-être revues à un niveau supérieur, ou peut-être des actions ne sont pas prises pour qu'il y ait réellement une bonne suite au jugement, au travail de titan peut-être que fait cette structure-là. Parce que nous livrons tous ce que cette structure-là fait à travers ses rapports. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Monsieur, je pense que probablement, il y a beaucoup de choses qui ont été transmises à la justice de droit. S'il vous plaît. Voilà, oui. Vous voudrez intervenir sur un sujet, le premier qui concerne l'adoption de la charte. Voilà, mais ça entre à droite ligne jugement de ce qui doit être fait. D'accord. Pour une meilleure assise jugement de cette charte-là et de ce qu'il faut pour que le pouvoir puisse travailler. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sur le plateau que depuis que je pense c'est Luc Marius est à la tête d'une certaine structure-là qui lutte contre la corruption, que rien ne bouge. Est-ce qu'il peut? Monsieur, s'il vous plaît, en fait, on a des principes ici. Oui. Les uns et les autres ont leur opinion ici. Nous, ce qu'on souhaiterait que vous ayez, c'est votre opinion sur un sujet donné. Mais si on va chacun prendre les opinions des gens qui ont avancé ici, on ne va pas... Ok, d'accord. Donc, je voulais peut-être préciser rapidement que chacun fait son travail probablement et que encourager les uns et les autres à faire correctement leur travail, c'est mieux. Voilà, s'il a fait son travail, que d'autres personnes... on sera obligé de... Okay. Merci de votre intervention. Il a raison, mais je pense. Oui, non, mais je pense qu'on on a des règles ici. Vous appelez, il y a des sujets qui sont donnés. Vous donnez votre avis sur le sujet. Mais si on va prendre les opinions qui sont avancées ici pour faire un autre débat, on ne va pas s'en sortir. Merci d'avoir contribué, d'avoir participé également. On était avec André Jean. Donc on peut dire un mot sur ce qu'il a dit quand même. Non, je pense que c'est intéressant. Non, moi ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que les déclarations officielles ne sont pas nécessairement toujours des déclarations sincères. Oui. Donc c'est pour vous dire que c'est une lutte, comme je veux dire, stratégique et géopolitique qui se déroule. Et la Chine, la Chine par exemple, verrait plutôt une meilleure alliance avec les États-Unis contre l'URSS. Parce que c'est l'URSS qui l'empêche d'avoir la prédominance actuellement sur son précaré asiatique. D'accord. On va prendre M. Tombiano qui également voudrait intervenir. M. Tombiano, bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous voulez intervenir sur quel sujet? Allô. Oui, M. Tombiano. Oui, comment vous allez? Bien. Vous voulez intervenir sur quel sujet? Voilà, le tout premier sujet. L'adoption de la charte. Voilà, concernant la charte et les assises à venir. D'accord, allez-y. Pour dire qu'ici, moi, je pense que si on n'y prend pas garde, on risque de ramener en conséquence ici. Parce qu'une charte rédigée par une minorité, et ensuite qui sera débattue par, je ne sais pas, plusieurs personnes pour essayer de conclure par une charte commune comme ça, trouver les directives pour la nation. Mais moi, je pense ici que bon, ils disent que là, ces gens ne disposent pas du document, il serait un peu difficile de pouvoir travailler, de pouvoir en tout cas rédiger une charte commune. Voilà, pour le devenir d'une nation, ça serait un peu compliqué. Parce que là, si je dis ramener en contemporain, ça veut dire qu'il y avait une minorité qui était chargée de rédiger cette charte, et ce même document sera exposé pour que on puisse discuter la question. Vous ne voyez pas que ça sera un peu compliqué parce que ce qui sera les ressorties, c'est que cette marque va donner, réellement, ça ne concorde pas avec ce que ce document que cette institution a rédigé. Vous voyez, c'est que ça vient discuter en tout cas le travail. D'accord. Bon, merci. On ne sait pas exactement comment les travaux vont se mener. Ce qui est sûr, pour ce qui a été dit, la commission a rendu son rapport.
ceux qui vont participer vont recevoir donc, la veille le document pour l'examiner avant de venir. On ne sait pas comment les travaux vont se dérouler. Dans tous les cas, il est question d'examiner et de... Donc, pour terminer ce que je disais, c'est vrai que l'économie chinoise fonctionne en partie avec les capitaux américains. Les Coca-Cola, les grandes entreprises américaines sont en Chine. Donc, c'est pour vous dire que les déclarations officielles ne sont pas toujours sincères et ne traduisent pas toujours la réalité. Alors qu'économiquement, la Chine n'a pas tellement de relation avec l'Union soviétique, même s'ils sont frontaliers. Merci. Moi, je crois que bon, sur cette affaire-là, il y a un perdant, ça c'est sûr, c'est le peuple ukrainien. C'est les populations qui sont bombardées, c'est les populations qui vont souffrir les affres de la guerre. Ça c'est évident. Et je crois qu'il est de la responsabilité de la classe dirigeante ukrainienne de trouver des solutions à ça. Ce n'est pas l'OTAN, ni encore moins la Russie. S'ils ont été incapables de gérer la situation et conduire le pays jusqu'à la guerre, je pense qu'ils doivent s'en prendre à eux-mêmes d'abord. Et c'est sûr que la manière dont Poutine travaille, ce n'est pas pour envahir le pays et puis rester là-bas. Non, il va y mettre un pouvoir qui lui sera acquis. Ça, c'est des Ukrainiens qui vont gérer le pays pour lui. Est-ce que ce n'est pas aussi une injustice? Parce que chaque pays est libre de vivre, chaque peuple est libre de s'autodéterminer. Quel droit, sauf le droit de la force, Poutine a pour pouvoir envahir un autre pays? Oui, bon. Ça aussi, c'est une réalité. Bon, on peut être idéaliste et puis conduire son pays à la ruine, comme les dirigeants ukrainiens l'ont fait. Parce que s'ils avaient été plus objectifs, plus matures, dans une analyse concrète de la situation face à l'OTAN et à la Russie, ils n'allaient pas conduire les gens à mourir comme ça. Je ne dis pas que Poutine a raison, je ne dis pas que l'OTAN a raison. Je dis qu'il appartient aux Ukrainiens de trouver des solutions à leurs problèmes internes. Maintenant, ils sont laissés déborder. Bon, le pays en souffre. Mais sinon, si on veut faire du droit pur, bon, chacun est libre de... C'est comme le pouvoir actuel peut être pro-OTAN, et dans 10 ans, 20 ans, on a un pouvoir qui est pro-russe, et en ce moment, on fait comment? Le pays va se balader d'un bord à l'autre. Je ne suis pas sûr que c'est... André et Jeanne Iboudo, les relations internationales sont faites par la force. Absolument. Encadrées par la force. Mais, les plus forts dominent les plus faibles. Et ça a été toujours comme ça, et malheureusement, ça risque d'être toujours comme ça. D'ailleurs, quand les gens vous disent que celui qui veut la paix prépare la guerre, c'est celui qui a les moyens qui prépare la guerre pour avoir la paix. Mais encore quelqu'un a dit ici que l'Ukraine a été naïve. Vous savez, vous avez 2 grands et vous êtes un petit. Et il y a un grand qui vous dit d'aller gifler l'autre grand parce que lui, il va être derrière vous. Sauf que vous êtes allé gifler et celui qui vous a dit d'aller gifler là, il n'est pas là. C'est ce qu'on a fait à l'Ukraine. On a demandé à l'Ukraine de faire des choses contre la Russie parce qu'il y a des gens qui sont derrière eux, notamment l'OTAN. L'Ukraine a essayé de faire ce qu'on lui a dit de faire et aujourd'hui, l'Ukraine se retrouve le nez dans le carreau parce que l'OTAN n'est pas là. D'accord. Non, c'est juste le sens de ce débat-là, parce que ceux qui nous regardent peuvent se dire, mais bon, ça se passe à des milliers de kilomètres ici, alors que nous, on est confrontés à des problèmes de sécurité, tout ça. Qu'est-ce que autant de temps là consacré à la crise ukrainienne, en quoi ça nous concerne? Bon. On va pas vivre. Mais on éclaire quand même. Non, on va pas vivre dans un ghetto national. Premièrement, deuxièmement, il faut quand même savoir qu'il y a une bonne partie du pétrole, du gaz qui est produit dans cette région-là, et que s'il y a un conflit là-bas, eh bien, il y aura une répercussion. Sans compter que ça peut être un conflit mondial. Oui, non, un conflit mondial, je ne pense pas. Je ne crois pas du tout. Et la Russie, ici, on a vu les drapeaux russes dans une marche ici. Non, ça mais nous intéresse aussi. Est-ce que le Burkina va envoyer des gens là-bas faire la guerre? Non, ça ne sera pas mondial, non. Donc, mais en revanche, si le prix du pétrole augmente, effectivement, il y aura des répercussions ici, parce qu'à la pompe, dans les semaines à venir, si ça continue, on va payer plus cher. Merci beaucoup. Le monde est interrelié et tout ce qui se passe à l'autre bout peut concerner aussi l'autre bout. Merci. On est vraiment au thème de l'émission. Le temps est écoulé. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à mes invités que je m'avais vous présenté. Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale de stratégie. Merci, maître, d'être passé. André Eugène Iboudo, directeur de la radio des écoles, et juste à sa droite, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, et puis enfin, dernier invité, Vokuma Joachim, directeur de publication de Casseto.net. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.